Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo présentation de l'Olympico Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. Je l'ai titré Olympico incandescent avec des gladiateurs, Mason Greenwood et Alexandre Lacazette, s'affrontant devant un feu et une foule en liesse. Bon, c'est un petit peu évidemment imagé, on se fait plaisir avec l'IA. Mais ça décrit quand même un peu une situation d'urgence, alors plus pour l'OL que pour l'Olympique de Marseille, qui est deuxième du championnat. Évidemment pour eux, devant leur public, ils n'ont pas envie de perdre à domicile face à un de leurs plus grands rivaux. Et nous, on va le voir au classement, ben, quand même, ce serait bien de prendre au moins un point là-bas. D'autant que, on a quand même en mémoire les incidents de la saison dernière, l'œil de Fabio Grosso qui porte encore les cicatrices de l'attaque des bus de l'OL, l'attaque des bus des supporters, bref. C'est toujours très tendu. On se rappelle aussi du match aller où on s'incline alors qu'on archi-domine le match, une anomalie statistique. Nouveau coach de notre côté, Paulo Fonseca. Bon, on espère quand même que les joueurs vont arriver la bave aux lèvres pour éteindre le vélodrome, éteindre le feu dans le stade. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Dans cette vidéo, donc, on va regarder un peu la dynamique de ces deux équipes. On va regarder la potentielle équipe type. Mais là, bon, je n'ai pas d'infos. Il n'a pas dit grand-chose hier sur ce sujet. Paulo Fonseca, donc je vais donner mon point de vue, expliquer mes choix. Mais avant d'aller plus loin, les amis, deux petites précisions. Si ça vous intéresse, les amis, eh bien, je vous invite à aller sur la chaîne, demain, en direct, suivre mon commentaire live à partir de 20h50. En attendant, même si vous ne venez pas voir le direct, soyez sympa d'aller me mettre un petit like sur la vidéo dans l'onglet en direct. Autre chose importante quand même, eh bien, l'officialisation du prêt avec option d'achat de Saïd Benrahma au Neom SC. Alors, bon, il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il y a une option d'achat obligatoire, on va le voir ici, en cas de montée, puisque cette équipe de Neom évolue en deuxième division d'Arabie Saoudite. Donc, option obligatoire en cas de montée en première division, 12 millions. Là aussi, sur ce dossier, on perd un petit peu de fric, voire beaucoup. Et 3 millions de bonus au maximum. Alors, très franchement, au départ, on avait parlé d'un transfert de Saïd Benrahma. Et là, je l'aurais compris. On rentrait de l'argent, on économisait un salaire qui est quand même assez élevé. Mais un prêt, là, je dois vous dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'on va le voir tout de suite, enfin tout à l'heure, dans la composition d'équipe. Finalement, on commence à être assez déplumé sur le plan offensif, surtout si on applique le plan préféré du coach, le 4-2-3-1. Mais je dirais qu'on est déplumé aussi si on joue en 4-3-3. Donc c'est bien ce mercato d'hiver d'avoir dégraissé l'effectif. Mais si on transfère Saïd Benrahma pour récupérer 12 à 15 millions, bon là je dis ok, on économise un salaire, mais là, très sincèrement les amis, quel est l'intérêt de le prêter? Économiser un salaire? Alors il faut savoir qu'il lui reste quoi? 5 mois de salaire, 5 millions annuels, ça veut dire qu'il restait 2 millions à donner. En admettant même que vous puissiez recruter, vous allez trouver beaucoup de joueurs qui ont quand même l'expérience de Saïd Benrahma, qui a quand même fait des bons matchs. C'est vrai qu'il était un petit peu en baisse ces derniers temps, mais bon, il a quand même du pied, il peut faire des centres, il peut marquer des buts. Donc il n'est pas inutile. Bon, il n'a pas la caisse aujourd'hui pour jouer 90 minutes, mais sur une rentrée de fin de match, sur 25-30 minutes, je pense quand même qu'il peut être utile. Donc en fait, on n'économise que 2 millions. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Quel joueur de son expérience, de sa qualité, qui a moins de 30 ans, qui peut jouer ailier, qui peut jouer numéro 10, vous pouvez trouver pour une somme globale de 2 millions. Donc je trouve que c'est vraiment un mauvais deal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais vous allez voir quand même, quand je vais vous montrer la composition, en attaque, il n'y a pas beaucoup de solutions finalement.
Qui plus est, il se trouve les yeux fermés avec Mikotadze, ils sont très potes. Est-ce que son départ ne va pas affecter Mikotadze? Je ne sais pas, hein, là je n'en sais rien, mais je trouve quand même que ce départ, il est un peu précipité, et surtout dans le cadre d'un prêt. Le deuxième prêt qui me gêne un petit peu, c'est celui de Diawara, parce que là, on le voit bien, avec comme solution au milieu de terrain, sur le banc uniquement Tessman dans un 4-3-3, et Tessman verrait tout. Dans un 4-2-3-1, franchement, ça fait pas rêver. Donc je me dis, autant garder Diawara que plutôt de le prêter gratuitement. Là, en plus, on n'économise pas grand-chose. Donc ça, c'est quand même des choix que je ne comprends pas. Il me semble quand même qu'on avait dégraissé suffisamment par ailleurs cet effectif. Alors si on regarde sur un plan global les départs cet hiver, on voit quand même 6 départs plus 3, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'effectif en début de saison, plus les 2 qui étaient prêtés et celui qui n'a jamais mis les pieds à Lyon sauf pour voir des matchs. Oui, ok, Anthony Lopez il jouait pas, Orban il jouait pas, Zaha ne jouait pas, Diawara ne jouait pas, donc on va dire c'est pas vraiment des pertes effectives. Adrielson, Jeffinho était prêté et Luis Enrique lui n'était pas là. Bon, par contre, même si je sais qu'il fait pas l'unanimité, Cacré quand même, je me dis quand je vois Verretou, je me dis Cacré, franchement, d'autant que Pierre Sage nous disait qu'il commence à revenir très bien en ce début d'année, je me dis quand même en rotation, ça pourrait être utile, notamment si on veut faire un pressing efficace. Et Benrahma, donc je viens de m'exprimer sur le sujet. Donc oui, c'est bien, on a dégraissé, on a récupéré 63 millions, option d'achat à venir pour la saison prochaine de Benrahma, donc voilà. Après, il faut se le dire, les amis, on n'a pas fait des affaires exceptionnelles. Je dirais que la meilleure affaire, c'est un joueur qui n'a jamais joué chez nous, c'est-à-dire Luis Enrique, acheté 16 millions, plus quelques bonus, vendu 33, plus quelques bonus. Donc là, vraie belle plus-value. Sur les autres joueurs, il n'y a rien du tout, il n'y a que des pertes. Vous perdez du pognon sur Jeffinho, vous le vendez 2 fois moins cher que ce que vous l'avez acheté. Orban, pareil, vous perdez du pognon. Et puis, Adrielson, il n'est pas encore vendu, mais bon, il y a une option d'achat de 5 millions, je crois. Pour Diawara, il n'y a pas d'option d'achat. Et donc Benrahma, vous perdez du pognon aussi. Donc franchement, oui, c'est bien d'avoir sorti des joueurs, mais on peut pas dire que ce soit des transferts de malades, genre un mec, vous l'avez acheté 5 millions, vous le revendez 30. Bon, vous l'avez acheté 15, vous le vendez 45. Bon, donc moi je trouve, oui, d'accord, il y a des sorties, mais c'est pas non plus, de quoi célébrer et sortir le champagne et les cotillons. Bon, bref, ça c'est mon point de vue. Passons à l'Olympico. Alors, Olympico, incandescent, c'est vrai que ça sent le soufre. De toute façon, les deux équipes, très clairement, ne peuvent pas s'encadrer. Sur les 2-3 dernières années, 2 fois le match a été reporté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Souvent, il y a des cartons rouges du fait de l'adrénaline, etc., etc. Bon, bref, quand même, ça sent un peu le soufre, d'autant que, pour des raisons un petit peu différentes, les deux équipes ont absolument besoin d'une victoire. Que ce soit Marseille, donc, on va le voir au classement, et qui reste sur une dynamique assez négative, et l'Olympique Lyonnais, qui a absolument besoin de points, puisque, figurez-vous qu'on nous est passé devant hier soir, et que il va falloir se rassurer et faire un bon match. Précisément, regardons ce classement général avec Marseille, donc deuxième, bon, quand même un petit peu devant nous, le fameux match à 6 points, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils ont 10 points d'avance plus la différence de but, et si nous gagnons, nous revenons à 4 points. Donc évidemment, ça change tout. Marseille va voir Monaco qui reçoit Auxerre, 11e, peut-être revenir à sa hauteur, donc potentiellement perdre cette deuxième place. Bon, il faudrait que Monaco gagne par plus 8. Donc bon, ça fait un peu beaucoup. Nice qui se déplace à Toulouse. Alors Nice absolument nul et scandaleux en Europa League, mais qui en championnat est plutôt sur une bonne dynamique. Donc passé 4e devant Lens, finalement seulement à 4 points de Marseille. Donc vous voyez, vraiment Marseille verrait tout le monde potentiellement revenir dans leur sillage, puisque, alors Lens a un match en plus, donc ils ne pourront pas revenir, mais Lille, qui reçoit Saint-Etienne, donc une des plus mauvaises équipes du championnat, peut revenir à 35 points, donc seulement à 2 points de Marseille. Donc Marseille qui avait pris
une certaine avance dans le championnat, et bien finalement se retrouve potentiellement talonné par beaucoup d'équipes, et nous relance, hein, donc pour eux c'est très important. Pour nous, c'est encore plus important, puisque bon, à la limite, eux, ils resteront deuxième, hein, quoi qu'il arrive. Seulement nous, voilà, on voit Lens qui vient de nous passer devant, donc on recule à la 7e place. Finalement, nos concurrents ont des matchs plutôt abordables. On a vu Saint-Étienne pour Lille, pour Nice, donc Toulouse, qui peut surprendre Toulouse, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Et Monaco, donc, qui reçoit Auxerre, pardon. Et si on regarde derrière nous, on voit que Brest, eh bien, bon, là, reçoit le Paris Saint-Germain, et que Strasbourg reçoit Rennes, qui est à la cave, donc carrément, Strasbourg peut revenir à notre hauteur. La différence de but nous permet de voir avec sérénité de conserver la 7e place, mais c'est pas non plus extrêmement rassurant, donc il faut faire quelque chose. Évidemment, la nomination d'un nouvel entraîneur devrait, je dirais, rebattre les cartes et eh bien donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, et ceux qui en ont déjà beaucoup, garder justement ce temps de jeu. Donc vraiment un match très important quand on rajoute, on va dire, un peu la haine qu'il y a entre les deux clubs, les événements récents, l'attaque des bus, la blessure de Fabio Grosso, le hold-up du mois de septembre ou octobre, je ne me souviens plus très bien, mais enfin bon bref, c'est compliqué. Si on regarde malgré tout les dynamiques, eh ben c'est pas la folie pour les deux équipes, et nous évidemment ça a coûté la tête au coach, mais du côté de Marseille on va regarder, c'est pas non plus hyper glorieux. Alors sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qu'est-ce qu'on constate? Bon, les 6 derniers résultats, pardon. On constate qu'ils ont déglingué Saint-Étienne 4-0, mais bon, Saint-Étienne s'est retrouvé en infériorité numérique. Ils déglinguent le Havre à domicile, bon là c'est quand même les 2 pires équipes du championnat, et si vous rajoutez la victoire à Rennes, bon vous avez 3 équipes en bois, hein. Donc je veux dire, d'accord, 3 victoires, mais c'est 3 victoires très très moyennes. Dès que la pente s'élève un petit peu, donc face à Lille, ils se sont fait éliminer en Coupe de France. Ensuite, ils obtiennent un pauvre match nul à domicile face à Strasbourg, et ils se font battre sans aucune discussion à Nice. Donc voilà, on n'a pas une équipe de Marseille qui est rayonnante, très franchement. Alors pareil, si on regarde l'effectif, bon, pas de quoi sauter au plafond. Alors comme je l'ai dit, oui, c'est vrai, au milieu de terrain, c'est pas si mal. Mais en défense, franchement, c'est pas terrible. En numéro 9, c'est pas terrible. Alors certes, ils ont un gardien qui fait une bonne saison, même si dans ce match-là, il est très mal noté par Flashscore. Le fameux Geronimo Rulli. En défense, on retrouve, alors Brassier est parti, je crois qu'il y aura le retour de Kondogbia. Vous voyez, un milieu de terrain qui joue défenseur central, dans une défense à 3. Balerdi, voilà. Murillo, pareil, ça fait pas rêver. Luis Enrique, lui, qui joue piston, alors qu'il est plutôt ailier. Merlin, c'est pas mal. Højbjerg, c'est pas mal. Rongier, c'est très bien, un peu leur Maxence Cacré. Greenwood, qui fait un très bon début de saison. Et Rabiot, vous le savez si vous avez su mes vidéos récentes, qui est un joueur que j'estime beaucoup. Bon, numéro 9, Mopé, ils viennent de recruter Amine Gouiri. Bon, pareil, Gouiri, enfin, je suis quand même étonné de ces recrutements, parce que d'un côté, vous éjectez Eli Wahi, et vous allez prendre Amine Gouiri, qui d'une certaine manière n'est pas franchement meilleur que Wahi. Donc bon, je dirais même que Wahi a plus de références, même s'il n'est pas terrible, que Gouiri. D'ailleurs, Gouiri, qui n'avait pas été jugé suffisamment bon pour qu'on le garde chez nous. Rappelons qu'il était formé à l'Olympique Lyonnais. Alors ça va inquiéter certains, puisque la légende veut que les anciens Lyonnais marquent et jouent bien contre nous. Donc voilà, il y a des qualités, notamment, je dirais, dans l'entrejeu. Voilà, dans l'entrejeu, c'est pas mal. Mais bon, en défense, moi, franchement, ça m'impressionne pas. Et en attaque, que ce soit Mopé ou Gouiri, pareil, je vais pas dire, voilà, ils ont Mopé, ils ont Gouiri. Bon, bref, donc je trouve que c'est pas exceptionnel. Alors on va me dire, et on aura raison, ouais, mais c'est pas exceptionnel chez nous non plus. On va dire, il y a certains noms ronflants chez nous, mais par contre, les performances récentes, elles font pas rêver. Alors,
Pour demain, j'ai imaginé un 4-3-3. Alors pourquoi un 4-3-3 ? Bah déjà parce que c'est comme ça qu'on a joué le dernier match et je pense que la formation du dernier match a été soufflée dans l'oreille de Jorge Maciel par Paulo Fonseca. Donc ça me paraît logique à l'extérieur, on va dire d'apporter un petit peu de sécurité en faisant un 4-3-3. Alors, dans les buts, il n'y a aucune contestation, ce sera Lucas Perry. À gauche, on aura Tagliafico qui va revenir. Il a joué un petit peu, effectivement, lors du dernier match. Niakate, je dirais, faute de mieux. Mata ou Caleta-Car, je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'on a reposé Mata lors du dernier match pour qu'il joue pleinement ce match-là. Du côté droit, alors je ne sais pas. Maitland Nice, qui me paraît pas dans une très grande période, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, Koumbedi, dans un match comme celui-là, je sais pas, on sait que Koumbedi c'est le roi des cartons, j'ai pas envie qu'on se retrouve expulsé parce qu'il aura agrippé un mec sur un jeu de transition. Donc Koumbedi, je sais pas trop. Bon, c'est là qu'on voit les limites de notre effectif, hein, les amis, hein, parce que si on peut être plutôt satisfait de nos latéraux gauches, sur tous les autres postes, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, on va pas se mentir. Devant la défense, on va retrouver donc 3 milieux de terrain avec Tolisso, Matic, donc ça tient la route, il n'y a pas de souci. Verretou, bon, voilà. En rotation, alors j'ai mis Verretou parce que j'imagine que si un des deux de devant la défense sort, eh bien on va rentrer Verretou ou alors Tessman. Mais vous voyez que finalement, quand on regarde le milieu de terrain, il n'y a pas tellement de rotation. Alors, si on veut passer sur une formation plus offensive, on peut faire rentrer Thiago Almada, qui, on l'a vu lors du dernier match, n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais par contre, en termes de qualité, là, c'est très intéressant. Fofana, qui devrait faire son retour, on va me dire, ouais, mais débuter Fofana dès lors que il n'a pas joué depuis un certain temps, ouais, mais enfin bon, Fofana, c'est un jeune joueur, il va retrouver rapidement le rythme. Et en plus, je pense quand même qu'on n'aura pas forcément la possession dans ce match, puisque De Zerbi aime bien avoir la possession, donc je pense qu'on va être plutôt prudent et qu'on va jouer le contre, même si ce n'est pas la philosophie de Paulo Fonseca. Je suis bien d'accord avec vous, mais bon, c'est un premier match au Vélodrome, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, je veux des mecs extrêmement rapides et adroits et habiles. Donc je mets Fofana et Cherki et Mikotadze, qui lui est un joueur de profondeur plutôt que Lacazette, justement parce que je pense qu'on aura des situations de contre-attaque, surtout avec une défense à 3 en face, ça laisse des espaces dans les ailes. Donc voilà, je préfère Fofana, Cherki pour sa qualité, Fofana pour sa vitesse et sa qualité, et Mikotadze pour sa capacité à prendre la profondeur. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec cette composition d'équipe et donc faire rentrer en cours de match Thiago Almada. Mais vous voyez les amis, quand même, eh bien que si on joue en 4-2-3-1, donc avec Almada titulaire, ben sur le banc, il n'y a quasiment personne. Molébé, je le mets dans l'aile alors qu'il est plutôt numéro 9. Il reste Nuama, mais bon, on voit les prestations de Nuama même quand il est positionné à gauche. Donc de ce point de vue-là, je suis déçu par les prestations de Nuama parce que j'estimais qu'à gauche, il serait beaucoup plus à l'aise. On voit que au final, ça ne change pas grand-chose. Même si je pense que c'est moins mauvais qu'à droite. Hein. Bon, ça, mais c'est mon point de vue. Donc vous voyez, si vous gardez Benrahma qui est juste parti en prêt où vous économisez seulement 2 millions, bah là quand même, vous dites, bon bah voilà, je peux faire rentrer Benrahma à gauche, à droite, en numéro 10. Bon, moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis pas fan du prêt de Benrahma. Ça aurait été un transfert, j'aurais dit autre chose. Voilà les amis pour cette présentation de match, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et on se retrouve demain pour le live. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, à bientôt, au revoir.